De nombreuses personnes ne savent pas dans quelle pièce ou dans quel cas on utilise le satin, le brillant ou le mat. Quels conseils pouvez-vous donner? Alors votre question, est-ce que c'est purement pour un problème esthétique ou c'est pour un problème technique, notamment la notion de nettoyabilité de la peinture? Effectivement, beaucoup de personnes aiment le mat, mais se disent c'est très compliqué à nettoyer, un enfant qui passe avec un coup de crayon et ça y est, on est obligé de refaire la peinture. D'accord, je comprends votre question. Du coup, sauf que les peintures, elles ont évolué. Et notamment, elle s'est aussi intéressée à cette fameuse tendance du mat, qui est une tendance lourde depuis pas loin de 10 ans. Donc on a aujourd'hui fait évoluer les produits. Alors, tous les mats ne rentrent pas dans cette catégorie-là, mais notamment, vous avez chez Saint-Luc un produit qui s'appelle le Résistocéram, c'est-à-dire un mat avec beaucoup de céramique dedans. L'origine du produit, c'est sa résine qui permet d'incorporer plein de céramique. Et du coup, vous avez une nettoyabilité énorme, une dureté du produit, une nettoyabilité énorme qui permet de mettre du mat dans n'importe quelle pièce. Même si vous voulez faire une piscine, vous pouvez le faire par exemple. Et notamment pour la nettoyabilité, les taches ne rentrant pas facilement dedans, ben vous pourrez nettoyer facilement. Alors, ce que je vous dis là, c'est pour des produits très spécifiques. Ça ne vaut pas pour tous les produits. C'est vrai qu'il y a quelques années, on travaillait quasiment qu'en satin dans ces cas-là. Aujourd'hui, on peut faire du mat, mais attention, pas n'importe quel produit. Par exemple, chez nous, chez Saint-Luc, c'est le Résistocéram qui a ces performances-là, qui sont encore meilleures en blanc et en pastel, puisqu'il y a quand même une influence des colorants quand on est sur les teintes foncées. Mais aujourd'hui, on peut se permettre plein de choses. Après, on a aussi une tendance lourde, qui est la tendance des veloutés, qui sont entre le satin et le mat, qui a aussi un côté assez rassurant, et notamment sur votre chantier, c'est ce qui va être mis. On va mettre du Saint-Luco velours, qui a une classe d'abrasion humide, classe 1, et ce qui explique qu'on puisse le mettre facilement. Et aussi, il y a une autre évolution, notamment dans les pièces humides. Il y a quelques années, où on avait des pièces qui étaient très mal ventilées, maintenant qu'elles le sont, donc on a moins de condensation, on peut se permettre une largeur de produit beaucoup, beaucoup plus forte. Après, il y a l'esthétique qui rentre en jeu, mais ce n'était pas le but de la question. Monocouche ou pas, peinture d'après ou pas, au final l'acheteur choisit un peu au hasard et au final il est souvent déçu. Comment conseillez-vous vos clients? Alors, d'abord on va les écouter, parce que c'est pas qu'il n'y a pas un chantier pareil, mais ils sont quand même souvent un peu différents. Monocouche, alors Saint-Luc c'est une marque professionnelle pour les professionnels, donc en réalité on parle rarement de ce terme-là, et souvent on est amené à mettre plusieurs couches. Quand on parle de couches d'après, quand vous êtes sur un placo notamment, il n'y a pas le choix, il faut mettre une première couche pour uniformiser l'absorption du support, ce qui permettra d'éviter ce qu'on appelle nous des embus, c'est-à-dire des mats et des brillances, dues à l'absorption différente du liant de la peinture. Donc mettre une première couche de primaire, ou plutôt d'impression, c'est pas complètement aberrant. En revanche, après, c'est vrai que on a des moyens de savoir quel type de peinture il faut mettre. Quand on parle de monocouche, en fait, je pense que vous voulez parler d'opacité. Il faut savoir qu'il y a une norme qui s'appelle la norme EN 13300 qui donne des classes d'opacité. Donc plus vous êtes vers le 1, plus vous êtes opacifiant, moins vous êtes vers le 1, moins c'est opacifiant. Donc c'est aussi cette démarche-là qui va être importante. Deuxième chose, pour revenir à la question d'avant sur la nettoyabilité, vous avez une classe qui est toujours la norme EN 13300, qui est la classe d'abrasion humide, qui vous donne aussi un bon critère pour savoir sur la nettoyabilité de la peinture, tout en sachant qu'il n'y a pas que ça, mais c'est un bon élément, avec notamment toujours, quand on est plus vers la classe 1, mieux on se portera. Vous avez une particularité, c'est la création de votre société est issue d'un groupement d'indépendants. Alors pour concurrencer les grandes marques en libre service, quels sont les points forts de votre peinture? Alors en libre service, là c'est un point un peu épineux, on aimerait bien, parce que je pense qu'au niveau personnel ça serait super, sauf qu'on est notre réseau, le réseau Saint-Luc, les distributeurs Saint-Luc ont quand même une vocation à conseiller fortement pour que le chantier se déroule le mieux possible. Je dirais que notre force par rapport, entre guillemets, aux grandes marques, j'ai oublié de le dire, parce qu'on est devenu une grande marque aussi maintenant sur le marché français, c'est qu'on est sur le terrain. C'est-à-dire qu'on est un groupement de distributeurs avec une force de vente, on est en contact permanent avec les clients peintres,
On est en contact aussi avec les prescripteurs, les architectes des PLG, les architectes d'intérieur, les décoratrices qui nous font leurs demandes. Et aussi, on voit aussi l'évolution de la déco, parce que le métier, c'est quand même la déco. Et tout ça, on le prend. Et on essaye, à partir de ce cahier des charges qui nous est donné par le terrain, on essaye de trouver les bons produits. Tout à l'heure, on parlait du nuancier. Ce nuancier-là, il vient de cette demande d'avoir un nuancier portatif de grande taille où on a une technique pour créer des harmonies. On parlait tout à l'heure de la gamme, c'est celle que vous allez appliquer, la gamme Saint-Luco, qui est une gamme environnementale. Je pense que c'est la question d'après. La gamme Saint-Luco, elle vient, on a été les premiers vraiment à travailler là-dessus, et elle vient d'une demande du peintre. Sauf que le peintre, lui, il avait une demande, c'est de ne pas payer plus cher sa peinture parce qu'elle était environnementale, et on a joué le jeu. Quand on travaille sur le Resto Céram, c'est la même démarche. On a aujourd'hui aussi tenu compte de la notion de ce qu'on appelle nous le time is money, c'est-à-dire pouvoir faire les chantiers le plus rapidement possible. Et notamment, on vient de sortir une gamme de peinture où tous les produits, il y a une impression, un mat, un velours, un satin, c'est recouvrable 40 minutes après. Donc ça, c'est pas inintéressant. Voilà. Alors, justement, en parlant d'écologie, vous proposez donc cette gamme de peinture écologique, à savoir avec un taux de COV proche de zéro que vous avez mis sur le marché dès 2007, donc très tôt. En matière d'innovation, l'écologie, c'est le pari de la marque. Si je comprends bien, et si les consommateurs sont sensibles à cette évolution, ils sont craintifs quant à la qualité de ces peintures. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus, parce que c'est vrai que parfois l'écologie, on dit bon, on est un petit peu déçu après. Alors, la première chose, il faut savoir que la gamme Saint-Luco, c'est pas que le taux de COV. En fait, c'est l'accumulation de plein de critères environnementaux qui permettent d'en faire une gamme un peu de référence dans le monde de l'environnement. Donc premièrement, on est écolabel. On n'est pas NF Environnement, on est écolabel qui était en 2007 quand même le label le plus dur du marché. Autre chose importante, il ne faut pas oublier que je dirais que l'écolabel a un gros plus par rapport à de nombreux labels, c'est qu'il est donné par un organisme indépendant. Ça veut dire que ce label, ce n'est pas nous qui le donnons, c'est un organisme indépendant qui peut être notamment l'AFNOR en France. Deuxième chose, on a le taux de COV. On a un taux de COV très faible. On a mis proche de zéro, en fait c'est moins de 1 gramme parce que si on nous le demande, mais quand on avait fait les calculs en pourcentage, on était à 0%, c'était 0,0001%, donc on avait mis 0. Deuxième chose aussi, on a l'étiquetage A+, qui est un peu la moindre des choses, dirons-nous sur ça. On a aussi 0% de formaldéhyde, ça veut dire que quand on ouvre le bidon, il n'y a pas de formaldéhyde qui sort du bidon. Et puis dernièrement, depuis 1 an et demi, on est aussi air pur, c'est-à-dire destructeur de formaldéhyde, dépolluant. Et pour répondre à toutes vos questions, à cette question-là, vous avez sur le site internet Saint-Luc les PV de résultats de ces tests sur destruction de formaldéhyde de dépolluants. C'est important pour nous parce qu'on considère que le consommateur, que ce soit le peintre ou le particulier qui fait intervenir le peintre ou non, doit avoir tous les éléments. Alors après, il faut quand même savoir, c'est vrai que vous avez raison, il y a quelques années, en 2007, on nous a pris un peu pour des fous, parce que d'abord le marché n'était pas complètement mûr pour l'environnement, et deuxième chose, il y avait une réticence au niveau de certaines matières premières, c'est-à-dire qu'on avait un manque de tendu, c'est-à-dire les produits n'étaient pas très beaux, étaient très très pochés, donc avec ce qu'on appelle la peau d'orange. Il se trouve que la fameuse résine qui nous posait problème, on a réussi à la substituer grâce à un contact, on ne va pas le dire germanique, on peut dire, qui nous a permis d'obtenir cette résine. Au niveau aujourd'hui des produits environnementaux, il faut quand même savoir, avec l'écolabel, le sans COV, ainsi de suite, il faut quand même savoir que c'est quasiment, en peinture murale, c'est quasiment 85% de l'offre. Et aujourd'hui, il n'y a pas un chantier, notamment au marché public, qui ne se fait pas avec. Alors, petite info quand même, parce que là, on est en train de travailler pour Saint-Luc pour créer une gamme de peinture naturelle. Mais toujours avec cette démarche-là, de ne pas faire du naturel pour faire du naturel, on veut un taux de naturalité très élevé. Et la gamme va s'appeler, a priori, naturaliste. Et là, donc, on aura un complément, tout en sachant qu'on n'aura pas forcément tout le temps les mêmes qualités. On aura des produits qui seront au-dessus de 95% de naturalité, c'est quand même pas mal, mais avec toujours cette notion de se dire, on va pouvoir l'appliquer et il aura le même tendu qu'une peinture acrylique normale. Voilà, où on en est sur l'environnement. Enfin, vous venez, il n'y a pas si longtemps que ça, de fêter vos 30 ans. Ouais. Comment voyez-vous la marque dans 10 ans ? Ah, ça, c'est la question piège.
Alors déjà, c'est pas moi qui ai 30 ans, c'est la marque, hein, je précise. Vous ne l'aviez pas vu, mais je vous le dis quand même. Alors ce que j'espère, c'est que c'est des vœux, peut-être, mais je pense qu'on y travaille fortement dessus, c'est qu'on continue à être une marque où tous les membres de cette marque-là sont des gens curieux, c'est-à-dire qu'ils vont chercher, on va chercher des solutions. Le but du jeu, c'est de répondre véritablement aux attentes de nos clients, c'est-à-dire les gens sur le terrain, c'est les peintres. Et on a besoin de répondre à leurs attentes. Et j'espère qu'on continuera à avoir cette fraîcheur, parce que je pense qu'on a une vraie fraîcheur et un vrai sens de l'écoute, qui font que les produits qu'on sort, ils ne sont pas faits pour être jolis, ils sont faits pour être appliqués et de répondre à ces demandes des clients. Je prends un exemple, on vient de sortir, là on va sortir de l'environnement, parce que je vous parlais de Glycero, on vient de sortir une peinture, une laque satin face solvant, qui a différents avantages. Le premier, de ne pas jaunir comme toutes les autres laques. 2, qui va être recouvert 2 couches dans la journée, alors que c'est 24 heures normalement entre les 2 couches. 3, extrêmement dur, puisque c'est un PU. Et 4, c'est un produit qui a une odeur très très faible. Ça, c'était une demande des peintres. Il y a des peintres qui ont du mal à passer à l'acrylique. Voilà. Mais on évolue en permanence, et je souhaite que dans 10 ans, on soit toujours la marque des professionnels de la peinture. C'est ce que je souhaite, et qu'on réponde à leurs attentes. Voilà. Donc je vais vous présenter le grand nuancier Saint-Luc. Alors il faut bien concevoir que ce nuancier Saint-Luc, il a une première vocation, c'est de créer des harmonies. Donc on s'est dit dans quel univers couleur, ça match, ça marche. Et on s'est dit, l'univers du maquillage est quelque chose d'intéressant, parce que quand on est dans une boutique de maquillage, il y a plein de petits meubles où on voit toute l'étendue des couleurs possibles. Et on s'est dit, on va essayer de faire ça. C'est aussi pour ça que la couverture du grand nuancier, elle est relativement neutre, comme une palette de maquillage. Chose aussi très importante, l'arrière. C'est-à-dire que l'arrière, on a voulu donner la recette, le mode d'emploi. Cet outil-là, c'est pour faire les harmonies, donc il faut un mode d'emploi. Donc on va retrouver tout le mode d'emploi qui est là. Et on va même aller plus loin. La marque Saint-Luc a un site internet, et sur ce site internet, vous avez un grand bandeau, le grand nuancier Saint-Luc, et un petit rectangle, en savoir plus. Vous cliquez dessus, et là vous aurez un film qui vous expliquera comment ça fonctionne. Autre chose, quelque chose qui me tient à cœur, c'est ce tableau du grand peintre anglais Turner. Ce tableau s'appelle « Lumière et couleur selon la théorie de Goethe ». Alors c'est un petit rappel pour simplement expliquer, comme disait Goethe dans son traité de la couleur n'est qu'une action de la lumière. Ça veut dire que si la lumière change, la couleur va changer. On va même aller un peu plus loin. Si votre produit est mat, satin ou brillant, ou velours ou demi-brillant, la réflexion lumineuse sera différente. Et donc, du coup, vous aurez visuellement une couleur qui sera elle-même différente. Ce qu'on veut vous dire, peut-être que la couleur, c'est peut-être pas complètement une science exacte et qu'il faut le mettre en condition. D'où l'importance de ces petites boîtes de 100 ml qui sont des testeurs, les testeurs Saint-Luc, qui vous permettent d'appliquer directement sur votre mur la couleur. Toutes les couleurs sont de ces petits testeurs et ça vous permettra d'appréhender au mieux la couleur vis-à-vis de votre environnement et surtout de la lumière. Donc on va ouvrir la bête, et là, vous avez votre mini-mur de couleurs, on va dire votre présentoir de couleurs. Au niveau de l'organisation, parce qu'elle est importante, ici, vous avez, on va dire, les couleurs ou les teintes. Alors, il y a un petit parti pris, toujours dans cette notion de cosmétique, on peut dire. La majorité des teintes sont soit des noms emblématiques du monde du maquillage comme Miss Manga, soit des termes techniques comme Kabuki. Donc là-haut, vous avez c'est les teintes, les couleurs. Sur le côté ici, vous avez des tailles de vêtements, mais ces tailles de vêtements, c'est pour donner un côté un peu ludique à cet outil-là, parce que je trouve que c'est intéressant de prendre un peu de plaisir et s'amuser un peu quand on choisit des couleurs, et pas être stressé. Ce sont les intensités. Donc, 2 éléments importants, les teintes ou couleurs et les intensités. Autre chose importante, répartition des couleurs en teinte chaude, en teinte froide et en teinte neutre. Vous avez pu remarquer qu'il y a plus de teintes froides que de teintes chaudes, notamment beaucoup de vert, parce que c'est accessoirement un peu la tendance du moment. Donc, teinte chaude, teinte froide et les neutres. Maintenant, on va pouvoir parler complètement d'harmonie. Vous avez vu, on reprend la technique du cercle chromatique à plat, mais aussi, on va
tenir compte d'un élément important, c'est ce qu'on appelle la théorie du point commun évident. C'est-à-dire que pour que deux teintes se marient bien, que l'harmonie soit correcte, il est important qu'on ait des points communs entre les teintes. Plus le point commun sera évident, plus l'harmonie sera évidente, donc plus facilement vous pourrez vous projeter dedans. Donc les deux points communs, ça va être quoi? Ça va être la couleur ou l'intensité. Première harmonie, le dégradé. Le dégradé, c'est tout bête. Vous prenez 2 ou 3 teintes en verticale. Celle-là, 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 et vous avez votre dégradé qui est fait. Chose importante quand même, il faut quand même savoir qu'on considère qu'une harmonie parfaite dans une pièce, c'est 60% de ton clair, 30% de ton moyen et 10% de ton foncé. N'oubliez pas non plus qu'il n'y a pas que des murs dans une pièce. Il y a aussi des plafonds, il y a aussi des sols, il y a aussi des meubles. Notamment pour obtenir facilement des tons clairs, si vous tenez compte du plafond, qui est généralement blanc, vous les aurez. Donc votre harmonie, le dégradé, le point commun, le point commun évident, c'est clair, c'est la couleur. Deuxième harmonie, c'est sûrement la plus technique, c'est celle où il faut de l'expérience de la couleur, c'est ce qu'on appelle les teintes complémentaires. Comment on fait les teintes complémentaires? C'est tout bête. Vous allez à l'arrière du dossier, et là vous avez des cercles chromatiques. Les teintes complémentaires, c'est quoi? C'est harmoniser deux teintes opposées sur le cercle chromatique. Donc par exemple, on va prendre un vert et un rouge, avec des teintes opposées sur le cercle chromatique. En revanche, on est bien d'accord que le point commun ne sera pas la couleur, mais du coup va devenir l'intensité. Donc on va prendre les deux teintes sur la même ligne. Donc par exemple, on va prendre le Chloé XL et le Céladon XL. D'accord? Si vous avez, là vous êtes en XL, donc vous n'avez que des tons foncés. Si vous voulez un troisième ton plus clair, c'est évidemment vous remontez et vous prenez un ton plus clair sur le Céladon ou vous prenez un ton plus clair sur la ligne Chloé. Donc, troisième harmonie, la technique du neutre coloré. C'est une harmonie très intéressante et on va le verra après son explication. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On prend une teinte chaude ou une teinte froide, par exemple celle-là, et on va aller chercher un neutre. Sauf que là, le point commun ne pourra pas être la couleur, ça va être l'intensité. Donc on va aller chercher sur la même ligne, par exemple, ce bleu-là et le cendre XL. Pareil que pour les teintes complémentaires, si vous voulez un ton plus clair, vous remontez d'un côté ou de l'autre. Alors les teintes, la technique des neutres colorés est très intéressante. Pourquoi? Parce que notamment dans cette tendance assez forte du papier peint panoramique, c'est-à-dire vous faites un mur en papier peint assez marqué, et vous faites les autres murs en peinture, ce qui est intéressant, c'est que vous allez vous servir de la technique des neutres colorés. Si vous mettez un papier peint assez marqué, c'est ça que vous voulez mettre en avant, ce n'est pas forcément vos murs. Donc vous allez chercher la teinte qui se rapproche le plus de votre papier peint, mais surtout ce qui est important, c'est l'intensité. Vous allez chercher la couleur qui se rapproche le plus, mais l'intensité très proche. Et après, il ne vous restera plus qu'elle soit sur la même ligne pour faire les murs. Donc ça vaut pour le papier peint, ça vaut pour les tableaux, parce qu'un tableau, vous allez pouvoir faire cette technique-là, que généralement ce qu'on ne veut pas mettre, quand on a un beau tableau, c'est le tableau qu'on met en évidence, et non les murs. Pareil si vous avez un canapé, ainsi de suite, ainsi de suite. Même un sol, avec la tendance des carreaux de ciment, la technique d'être coloré est extrêmement pratique.